Le jour J, comme à chaque fois, Romuald se réveille au beau milieu de la nuit. Obligé d'arriver 2 heures à l'avance. On va préparer le terrain, surtout. À 3 heures du matin, le voilà sur la route. Concentré avant d'aborder cette journée décisive. Sa priorité, interdire l'entrée de son parking, réservé aujourd'hui à ses clients. Et comme ça, il n'y a pas de stationnement, il n'y a rien du tout, quoi. Mais il sait déjà qu'il va devoir gérer un sérieux problème. Car au même endroit, il y a aussi cette salle de réception. Le samedi soir, elle accueille des mariages et des anniversaires. Et c'est à qui les voitures qui sont là? Eh ben, ils font la fête et ils mettent leur voiture sur ce parking-là. Et à 6 heures, il faut que ce soit déblayé, et voilà, quoi. Ces exposants vont arriver dans 1 heure. Et avec ces voitures, impossible d'accéder à leurs emplacements. Romuald doit intervenir et jouer les troubles faits. Si vous avez des voitures à vous ici, sur le parking, vous pouvez les mettre en face. Ah ouais? Ouais, parce que là, il y a la brocante bientôt, là. Voilà. Il est au courant, chef, le patron. Une première intervention qui porte ses fruits. Ça s'en va, c'est bon. Mais un quart d'heure avant l'arrivée des exposants, il reste encore une dizaine de voitures sur le parking. Pas le choix, Romuald raccompagne les fêtards un par un. Je vais aller voir la voiture là-bas, mais ils sont bourrés dans la voiture. Restez là. C'est possible que vous garez sur le parking en face, s'il vous plaît? Parce que j'ai des trucs à récupérer dans le truc là. Alors, vous faites le tour et vous allez vous garer ici, là, juste derrière, là. Mettez-vous là-bas, non, mais mettez-vous là-bas, comme ça vous serez tranquille. Mettez-vous sur le parking en face, s'il vous plaît. Mais malgré ses efforts, ce que Romuald craignait finit par arriver. Une voiture garée sur l'un de ses plus gros emplacements et que personne ne vient chercher. Ils le savent qu'il y a des brocantes, mais ils laissent des voitures. C'est bien précisé, c'est marqué et c'est énervant, quoi. Bonjour. Il y a un Mercedes qui est derrière le... Non, même pas non. C'est pas à vous? Non? On sera obligé de décaler. Ça veut dire que ce métrage-là, il passera en 12 mètres de ce côté-là. Ça, c'est un client perdu, ça. Un client en moins. Et ce matin-là, ça n'est pas le seul problème. Romuald le sait, à chaque fois c'est pareil. Les exposants arrivent tous en même temps. D'habitude, il s'en sort avec l'aide de ses 2 bénévoles, son oncle et sa tante. Combien de mètres? 9 mètres. Ce sont 3 voitures là. Mais aujourd'hui, la situation se complique. De nombreux exposants se présentent sans réservation. C'est ce que Romuald espérait, mais le problème c'est qu'il doit placer en priorité ceux qui ont réservé, et donc faire attendre les nouveaux venus. Vous avez réservé? Mais par téléphone, oui. Ah, par téléphone, il faut attendre un peu. Alors, je suis obligé. Moi, j'ai réservé. Non, mais tous ces gens-là m'ont eu au téléphone. Mais attendez, monsieur, il y a des gens qui ont réservé. Ouais, vous faites comme vous voulez, vous allez boire un café, mais vous ne restez plus devant la voiture. Moi, j'ai réservé. Non, mais tous ces gens-là m'ont eu au téléphone. Mais attendez, monsieur, il y a des gens qui ont réservé. Ouais, vous faites comme vous voulez, vous allez boire un café, mais vous ne restez plus devant la voiture. Romuald est nerveux. Il perdra son autorisation si son vide-grenier gêne la circulation. Putain, c'est pas possible, ça. Et certains exposants patientent parfois, en laissant leur voiture au beau milieu de la route. C'est à qui la voiture, là? Qu'est-ce qu'il fait, lui, encore? Oh là là. Heureusement, les clients qui ont réservé finissent par arriver. 2 mètres. C'est parti. La situation se débloque. Les nouveaux clients passent à la caisse. Et après 2 heures au pas de course, tout le monde a trouvé sa place. C'est là. 8 heures. Le dernier client vient de régler son emplacement. C'est maintenant l'heure du bilan. Tous les efforts de Romuald vont-ils finir par payer? C'est une journée à 2295,50. Le résultat est fait. C'est une belle journée. En déduisant ses frais, Romuald empoche près de 1300 €. Un joli salaire s'il répète l'opération 2 fois par mois, comme il le souhaite. Mais son travail ne s'arrête pas là. Il doit maintenant s'assurer qu'il respecte bien la loi, et c'est loin d'être simple. Nous allons enfin comprendre pourquoi notre caméra faisait aussi peur aux organisateurs de vide-grenier. Pour les particuliers, ces brocantes doivent rester occasionnelles. Pas question qu'elles deviennent une activité professionnelle non déclarée. Voilà pourquoi c'est inscrit dans le code pénal. Ils doivent attester ne pas avoir participé à 2 autres manifestations de même nature au cours de l'année civile. En clair, pas plus de 2 vide-greniers par an et par personne. Le plus long à faire.
Remplir le registre. Voilà pourquoi, après chaque vide-grenier, Romuald remplit ce registre qu'il remettra au commissariat. À l'intérieur, tous les noms des exposants et leur adresse pour un éventuel contrôle. Et il y a une autre règle qu'il doit faire respecter, et pour ça il se livre à une tournée d'inspection. Bah, je vais voir s'il n'y a pas des petites choses illégales. Selon le code du commerce, sur un vide-grenier, un particulier doit vendre exclusivement des objets personnels et usagés. Pas d'objets neufs. S'il vend une marchandise encore emballée, il doit pouvoir en présenter la facture. Et Romuald le sait bien. Et s'il n'y a pas de facture? Bah, s'il n'y a pas de facture, on fait emballer, quoi. On essaye de faire emballer. Mais pas facile de faire appliquer cette loi. Par exemple, avec ce carton rempli à ras-bord de portes-agenda qui semble tout neuf. L'exposant est un particulier, il doit donc en principe présenter la facture. Il y a des factures quand même sur le matériel neuf, sur les lots là, les lots de... Non. Je vais essayer d'avoir ça avec vous les gars. D'accord. Hein? Pas de facture, Romuald devrait donc lui demander de remballer la marchandise. Mais il ne le fait pas. C'est légal ou c'est pas légal? C'est pas légal ça, mais bon, c'est comme ça. Donc vous fermez un peu les yeux en fait. Voilà, bah là vous êtes obligé de fermer les yeux. Pourquoi? On peut pas tout leur demander, c'est pas possible. Attendez, c'est pas possible. Sinon vous n'auriez pas d'exposant en fait. Bah ouais, oui, bien sûr. Et ils ont le droit de manger aussi, hein, il faut qu'ils mangent. Difficile pour Romuald de contrôler ses clients au risque de les perdre. Et pour lui, c'est d'autant plus compliqué que certains exposants ont le droit de vendre du neuf. Celui-ci, par exemple. C'est à vous le stand? Ouais, moi aussi. Vous vendez du neuf alors? Je tout le neuf. Cet homme est un vendeur ambulant qui nous présente aussitôt sa carte professionnelle. Les commerçants sont autorisés sur les brocantes, à condition de déclarer leur activité, bien sûr. C'est quoi votre métier alors? Vous êtes vendeur? Vendeur. Oui. Ouais. Mais alors, tous les professionnels déclarent-ils vraiment leur activité sur ces vides-greniers? Ou bien certains se déguisent-ils en particulier pour passer inaperçus? Il nous a suffi d'un dimanche matin pour nous faire une petite idée. Une semaine plus tard, équipés d'une caméra cachée, nous nous rendons sur ce vide-grenier au nord de Paris. Après avoir marché quelques mètres seulement, nous tombons sur ce stand. Et ils sont beaux hein? La pièce ancienne. Un stock impressionnant de bijoux anciens. Difficile de croire que cette exposante est un particulier. Et si c'est le cas, elle devrait se limiter à 2 vide-greniers par an. Je voulais savoir si vous en faisiez souvent des vides-greniers, parce que je pense que j'ai des amis qui peuvent être intéressés par vos objets. Officiellement, on a droit à 2 par an, d'accord? Officieusement, vous en faites beaucoup plus. Ouais. Hein, Est-ce que vous en faites combien par an? bah, j'ai envie. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Régulièrement? 3 ans. Je peux pas, c'est professionnel, mais ils m'emmerdent. Ouais, ils vous taxeraient trop quoi. Ouais. L'exposante ne s'en cache pas, c'est son activité principale. Elle devrait donc la déclarer aux impôts, mais elle ne le fait pas. Alors comment passe-t-elle au travers des contrôles, malgré le registre qu'elle doit signer à chaque fois? J'en connais les organisateurs, ils les prennent comme ça, ils ont rien à foutre, ils donnent un nom à la couille. Sur cette année, vous n'avez jamais eu de contrôle? Jamais. Bon, donc on peut en faire tant qu'on veut en fait. Oui, mais Et alors vous en faites combien par an des vides-greniers? Je peux en faire jusqu'à combien sans me faire que je vois, toutes les semaines, si vous voulez. En plus, la préfecture, ils sont débordés, ils font des recoupements informatiques, mais ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas assez d'inspecteurs pour ça. Bien sûr. Alors ils ferment un peu les yeux. Comment voulez-vous contrôler tous ces gens-là qui font ça? Des contrôles inexistants. Selon elle, professionnels et particuliers seraient rarement inquiétés. Des millions d'objets changent ainsi de main chaque année, mais il y en a d'autres que les Français ne veulent pas se risquer à vendre dans les vides-greniers. Pour une raison simple, ils sont incapables d'en estimer la valeur. Lorsqu'ils sont vraiment anciens, ou lorsqu'ils portent une signature, que valent-ils vraiment? Voilà pourquoi ces particuliers se tournent vers d'autres professionnels, les commissaires-priseurs et leur vente aux enchères. Au cœur de Paris, il existe un endroit où vous pouvez connaître en quelques minutes la valeur de n'importe quel objet. C'est souvent là qu'atterrissent ceux qui pensent détenir un trésor, chez Drouot Estimation. Ce matin-là, une vingtaine de particuliers, avec leurs tableaux, bibelots et œuvres d'art. Ils vont être reçus par un commissaire-priseur, comme Philippe Ancelin. Mesdames, je vous aide, c'est bon? Chaque jour, Philippe reçoit une centaine de particuliers. Comme ces 2 dames, 2 amis qui sont venus très chargés.
Alors, qu'y a-t-il dans tous vos sacs? J'ai un tableau, une peinture ancienne, D'accord, peinte à l'œuf, paraît-il. sortez-moi les... On va. Sortez-moi les objets et puis on va commencer. Des peintures à l'œuf, une technique ancienne. Selon leur propriétaire, ces tableaux dateraient du XVIIe siècle. À peine sorti de l'enveloppe, Philippe rend son verdict. Alors effectivement, c'est sur un panneau de bois. C'est un tableau qui est pour moi de la fin du 19e ou du début du 20e. Si vous avez eu un tableau du 17e ou du 18e, vous auriez eu un panneau beaucoup plus rugueux parce que vous n'auriez pas eu ce sillage mécanique. Pour connaître la cote de l'artiste, un certain J de Nainville, Philippe interroge une base de données où toutes les ventes aux enchères sont référencées. Au niveau des résultats en vente aux enchères publiques, nous avons 12 résultats. Donc autant dire que la cote est un peu en pointillé, dirons-nous. Le dernier tableau qui est passé en vente de cet artiste était estimé 150 à 200 € et ça ne s'est pas vendu. La dame encaisse et Philippe enchaîne. Je vous donnerai pour la paire une estimation aux environs de 300 à 500 €. Vous voyez, je n'irai pas au-delà. Vous n'êtes pas trop déçus quand même? Voilà. Bon. Je ne savais pas du tout, mais bon, la personne qui me l'avait offert m'avait dit que ça devait valoir un petit peu d'argent. Maintenant, voilà, c'est la raison pour laquelle je suis venue d'ailleurs. Merci. La propriétaire décide quand même de vendre ses 2 toiles. Et Philippe enchaîne les rendez-vous. Diplômé en histoire de l'art et avec plus de 20 ans d'expérience, il réussit souvent à fixer le prix des objets en quelques secondes. C'est la boîte à surprise? Oui, c'est la boîte à surprise. Voilà, du Christophe. Bien la Suisse. Donc ici, vous avez la marque de Christophe. Mais là, c'est du métal argenté parce que vous n'avez pas les poinçons que vous devez avoir sur une pièce en argent. Alors, il est évident que ça ne vaut pas très cher. Hein. Voilà, dans les 60 à 80 € ou entre 80 et 100 € d'ensemble. Hein, vous voyez, ça n'irait pas tellement au-delà. D'accord. C'est pour les passionnés de chasse. Voilà. Alors là, vous êtes en présence d'une estampe, mais il faudrait d'une part qu'il y ait une signature plus célèbre que celle-ci, et d'autre part qu'il y ait un justificatif de tirage. Voilà. Oui, c'est sombre et pas fun. Hein. Pour moi, c'est pareil, très peu de valeur. Hein. Mettez quelques dizaines d'euros, c'est tout. Hein. Ouais. Au revoir, monsieur. Des objets dignes d'un vide-grenier. Et pourtant, Philippe les estime gratuitement, car en réalité, au fil de ses rendez-vous, il espère bien découvrir des trésors. Et ce jour-là, il ne va pas être déçu. Alors, de quoi s'agit-il? Cet homme sort de son sac une étonnante collection. Voilà, mon père avait toute une collection de pierres dures, dont j'ai les photos ici. Des pierres dures, des sculptures en jade, améthyste ou turquoise. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur dans tout ça? Là, je regarde un peu tout. Oui. Une 60aine de pièces, mais a priori rien d'extraordinaire. Pour moi, tout ça, ça va être des petits prix. Vous voyez, un brûle-parfum ou un vase couvert comme ça, on va estimer ça dans les 60-80 €, c'est tout. Hein, c'est pas... Sauf qu'au milieu de toutes ces photos, Philippe détecte des perles rares. Mais voilà, ça, effectivement, ça vaut beaucoup plus d'argent. Ça peut valoir combien un correct comme ça? Des coraux minutieusement sculptés. Sur celui-ci, une colonie d'oiseaux posée sur un arbre. Il a quelle dimension, là? Parce que j'ai pas de... Il fait 52 par 44. Ça peut se vendre 6 à 8 000 €. Hein. Oui. Vous voyez, vous avez une sorte Ces sculptures en provenance d'Asie se vendent à prix d'or. Dans cette collection, il y en a 3. Une très bonne surprise pour le propriétaire. On peut avoir toutes sortes d'acheteurs, des acheteurs même asiatiques d'ailleurs. Vous allez les vendre du coup? Je pense, oui. Je pense. Et vous vous attendiez à une telle somme? Je n'en savais rien, c'est pour ça que je suis venu demander une estimation. Au total, la valeur de la collection approche les 20 000 €. Voilà ce que Philippe espère en faisant ses estimations gratuites. Car ensuite, il organise la vente aux enchères et sa société prélève sa commission. Est-ce que je peux vous Oui, bien sûr, je vais remplir un certificat de dépôt. Il y a des frais de vente qui viennent en déduction du prix d'adjudication et il faut compter 16% TTC.
Je signe ici. Oui, s'il vous faut. Si la vente se fait, la société de Philippe empochera 16% de commission. Et tous ces trésors qu'il déniche vont alimenter les ventes d'une institution unique en son genre, située sur le trottoir d'en face, le prestigieux Hôtel Drouot. C'est la plus ancienne salle de vente aux enchères du monde. L'Hôtel Drouot, un gigantesque marché de l'art. Chaque jour, 5000 acheteurs s'y pressent. 2000 objets sont mis en vente, pour un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros l'an dernier. 48 000. À la manœuvre, une centaine de commissaires-priseurs. Adjugé, 110 000, je vous remercie. Au cœur de Paris, voici donc le saint des saints des ventes aux enchères. L'Hôtel Drouot. Un building ultra moderne qui rassemble pas moins de 16 salles des ventes. Il y a déjà 48 000, pas de regret? À 48 000. Mais derrière l'aspect feutré de cette maison, Le 63 ce qui compte, c'est d'abord le commerce. Et une vente réussie, c'est d'abord un vendeur hors pair. Tu vas bien ta femme. Olivier d'Outrebente en sait quelque chose. La petite table qui est là. T'as demi-type, tu mets un numéro là-dessus, s'il te plaît. Tiens, il y a un crochet là. Vous êtes parfait. Ce commissaire-priseur est en plein préparatif. Dans 2 jours, il organise une vente aux enchères. Pas moins de 200 objets dont il va essayer de tirer le meilleur prix. Alors pour séduire les clients, sa priorité c'est d'attirer l'œil. Voilà pourquoi Olivier est attentif aux moindres détails. Pourquoi on n'a pas les nappes? On n'a pas de matériel. Et après, je vais râler. Allez-y, posez-la comme ça. Non mais c'est pas grave, monsieur, c'est pas grave. C'est moi qui dirige. Voilà. Non, c'est pas bon là. Un peu écarté à droite, les équidistants de l'autre. Allez-y, ici, c'est bon. Est-ce que vous allez vous habiller n'importe comment, ne pas vous maquiller pour vous mettre en valeur? Je ne crois pas que ce soit ça la vie. Donc, au même titre qu'une femme s'habille ou s'apprête bien, nous sommes là pour apprêter et bien exposer les tableaux et les autres objets. Pour Olivier, l'enjeu est de taille. Il a mis des mois à dénicher tous ces objets. Tu penses que le coffret est mieux? On va le mettre là. On a tout l'ensemble. Oui. Mais surtout, organiser une vente aux enchères comme celle-ci, ça lui coûte très cher. Pour être rentable, il doit atteindre un volume de vente impressionnant. Je considère que moi, en tant que commissaire-priseur, le produit que je dois faire, c'est un minimum de 300 000 euros. Voilà le quotidien d'Olivier. Lors de ses plus grosses ventes, 1 fois sur 2, il doit dépasser les 300 000 euros, il n'a pas le choix. Car travailler dans ce cadre prestigieux lui coûte beaucoup d'argent. Il doit notamment louer les salles, comme celle-ci. Et pourtant, il est en partie propriétaire des lieux. Pour comprendre, un petit flashback s'impose.